Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des incertitudes sur la rentrée scolaire 2019-2020. Des éditeurs redoutent la pénurie des manuels scolaires et dans les régions anglophones, les campagnes des élites se heurtent aux violences meurtrières qui persistent dans le théâtre de la crise anglophone. Au regard de ces dysfonctionnements, le gouvernement et la communauté éducative tiendront-ils leur pari, à savoir faire de l'école un milieu idéal d'acquisition des compétences, de promotion de la paix et de vivre ensemble au Cameroun? C'est le dossier du 20h. C'est un nouvel épisode d'un bras de fer apparent au sommet de l'État. La nomination des dirigeants des entreprises publiques divise le gouvernement et la présidence de la République, alors que plusieurs directeurs généraux et PCA battent les records de longévité à la tête des entreprises publiques. Leur changement suscite des batailles de positionnement, analyse et décryptage au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. À une semaine de la rentrée scolaire, des éditeurs annoncent une pénurie des manuels scolaires, tandis que des libraires déplorent l'existence des circuits informels et frauduleux de vente des manuels scolaires au Cameroun. Du côté du conseil d'agrément du manuel scolaire, ils dénoncent de ce côté-là l'attitude de certains établissements scolaires qui transgressent la réglementation en vigueur en exigeant aux parents d'élèves de payer et d'acheter des manuels scolaires qui ne sont pas inscrits au programme officiel, autant de dysfonctionnements qui risquent de mettre en péril la prochaine rentrée scolaire 2019-2020. Rodin Gassi et Ike Cyril. Peur sur la prochaine rentrée scolaire. Certains livres pourraient ne pas être disponibles, selon des éditeurs qui dénoncent ce qu'ils considèrent comme attribution fantaisiste du marché à certains de leurs collègues. La commission a, n'est-ce pas, donné le marché, n'est-ce pas, à certains éditeurs qui manquent, n'est-ce pas, de moyens. Donc on a donné des trucs aux petits amis, petits frères. Toujours selon l'association, la pénurie annoncée du livre pourrait être organisée par des éditeurs qui veulent jouer également le rôle de distributeurs. Les éditeurs qui se sont passés, n'est-ce pas, en distributeurs, prendre les livres, créer la rupture artificielle pour avoir la monopole. Et ils refusent de redonner à leurs collègues. Maillon essentiel de la chaîne de distribution du livre, les libraires, pour leur part, dénoncent les ventes parallèles par des structures qui n'ont pas qualité. Si les écoles arrêtent de vendre les livres, parce que ce n'est pas leur devoir est d'enseigner. Le devoir du libraire est de vendre les livres et de mettre les livres à la disposition du parent ou de l'élève. L'école est là pour enseigner. Également, nous avons demandé aux libraires de ne plus vendre les livres d'occasion, de laisser les gars du poteau vendre les livres d'occasion et les libraires vendent les livres neufs. Et demander également aux gars du poteau d'arrêter de vendre également les livres neufs, pour laisser rien que les libraires vendent les livres neufs. Au cours d'une réunion préparatoire de la prochaine rentrée scolaire avec les éditeurs et les libraires, le Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des manuels didactiques note qu'en plus des livres homologués, certains établissements proposent aux élèves leurs propres manuels. On a observé que dans certains établissements, au-delà des listes officielles, s'est ajouté ce qu'on appelle communément dans ces établissements les manuels conseillers. Et cette pratique a pour objectif d'accroître le nombre de livres, alors que l'objectif de la réforme du Conseil, c'était de réduire le nombre de livres dans les différents établissements. Une pratique qui remet en cause la politique qui veut qu'il y ait désormais un livre unique par matière. Le Conseil dit avoir saisi les ministres des enseignements secondaires et de l'éducation de base sur cette question. Un projet de circulaire a été soumis au ministre de l'éducation de base, au ministre de l'enseignement secondaire, à l'effet de demander à leur structure décentralisée de regarder avec beaucoup d'attention cette pratique et tout au moins d'appeler les chefs d'établissement à ne pas introduire des manuels non agréés par le Conseil dans leur liste. À quelques jours de la rentrée scolaire 2019-2020, la question de la disponibilité du livre se pose avec acuité. Alors que la problématique du manuel scolaire se pose avec acuité, le ministère de l'Éducation de base multiplie
des réunions de concertation en vue de mobiliser la communauté éducative pour la prochaine rentrée scolaire placée sous le thème « L'école, un milieu idéal pour l'acquisition des compétences, la promotion de la paix et du vivre ensemble au Cameroun ». Dans la région du littoral, de nombreuses préoccupations demeurent cependant, à la fois l'intégration des enfants déplacés des régions anglophones, la lutte contre les établissements scolaires clandestins décriés par de nombreux parents et d'autres responsables d'établissements scolaires dans la ville de Douala et dans d'autres villes de la région du littoral. Évocation avec Mitterrand Dame et Julienne Berthe-Bissaille. À quelques jours de la rentrée scolaire, les manuels scolaires du primaire ne sont toujours pas disponibles. Une problématique au cœur de la sectorielle 2019 de l'éducation de base. Au-delà de l'indisponibilité du livre, il y a la question des prix de ces ouvrages qui reste un serpent de mer. Deuxième préoccupation de cette sectorielle dans le littoral, l'épineuse question de l'accueil des déplacés de la crise anglophone. Face aux capacités très limitées, la représentante du ministre ne dit rien de concret. Toutes les mesures sont prises et même sont encore en train d'être prises parce que c'est une situation que nous vivons depuis l'année scolaire écoulée. Les écoles sont ouvertes à ce propos, qu'elles soient publiques ou privées. Le ministère de l'Éducation de base a davantage créé des écoles dans les zones où nous avons des fortes sollicitations. Les enseignants sont affectés dans ces écoles. Selon l'ONU, environ 500 000 élèves déplacés ont été enregistrés depuis le début de cette crise. Des chiffres qui pourraient s'accroître cette année scolaire. À côté des élèves, il y a les enseignants qui éprouvent d'énormes difficultés dans l'accomplissement de leurs tâches. Les enseignants travaillent pour la plupart dans des conditions relativement difficiles, malgré les efforts relatifs que les pouvoirs publics y apportent. Nous avons par exemple des salles de classe qui ont plus de 80 élèves. Et dans ces conditions, l'enseignant a toutes les difficultés pour pouvoir mener à bien ses enseignements. Nous avons également les parents d'élèves, au-delà de la gratuité de l'école, qui refusent de manière délibérée d'accompagner l'éducation. Là, je fais allusion aux APE, qui est un concept qui devrait justement ramener tous les parents de manière volontaire à accompagner, n'est-ce pas, l'éducation. Des conditions de travail difficiles qui sans doute impactent sur les résultats. Et s'agissant de l'arnaque à ciel ouvert, décriée dans certains établissements scolaires classés clandestins dans la ville de Douala et dans d'autres villes de la région du littoral, le délégué régional de l'éducation de base pour le littoral met en garde les promoteurs de ces écoles clandestines sur des mesures qui seront prises afin d'éviter qu'ils puissent ouvrir leurs portes sans respecter la réglementation en vigueur. Je propose d'écouter à cet effet Yvette Kombou-Pessa, déléguée régionale de l'éducation de base pour le littoral. Que chacun, en ce qui le concerne, prenne des dispositions utiles à temps et nécessaires pour que les faits illicites ne soient plus perçus dans nos écoles. J'entends par faits illicites les faits des séquences qui se trouvent être exorbitants, parce que cela devrait passer par l'assentiment de l'APE. Que les maternelles restent dans leurs 7500, pas plus que cela. Que les traits d'examen que nous connaissons tous ne soient pas revus à la hausse, à la tête du client, parce qu'il nous revient que dans certaines écoles, au lieu de 2500 par examen, on perçoit 10 000 francs et ça monte. Quelquefois, le parent se voit en train de débourser 32 000 francs pour les deux examens. C'est faux. La tutelle a signé un arrêté interdisant le fonctionnement de ces écoles dites clandestines. Et ce, depuis le mois de juillet. Et à chaque fois, la tutelle se charge de réprimer. Et nous faisons tout pour que cela n'arrive pas. Nous sensibilisons, nous demandons aux promoteurs de se mettre en règle, mais il y a toujours des brebis galeuses qui se permettent d'ouvrir sans aucune autorisation, sans que les conditions même soient réunies pour que ce soit appelé école, qui doit être un milieu idéal pour l'acquisition des compétences. Une autre incertitude concernant la rentrée scolaire, c'est celle observée dans les régions anglophones
Malgré les campagnes des élites RDPC visant à encourager les parents à inscrire les enfants à l'école, de nombreux politiques estiment que cette stratégie gouvernementale est insuffisante au regard de la persistance des violences meurtrières sur le théâtre de la crise anglophone. L'opposition et la société civile appellent le gouvernement à créer les conditions favorables à un retour à l'école dans des conditions sécuritaires plus sereines. Réaction croisée dans ce reportage que signe Gladys Sidé. La rentrée scolaire 2019-2020 est prévue pour le 2 septembre. À quelques jours de ce grand rendez-vous de l'éducation au Cameroun, le diagnostic que posent certains politiques dans les régions du nord-ouest et sud-ouest ne rassure pas. Parents et élèves sont pris dans l'étau des messages. Entre la campagne Back to School lancée par le gouvernement et les menaces des séparatistes, la confusion règne. Pendant que le gouvernement fait des pieds et des grues pour sensibiliser la population en vue de la reprise de l'école, les indépendantistes ont lancé un mot d'ordre de lockdown pendant les 4 premiers jours de la rentrée et vraiment les parents ne savent pas à quel sens se vouer. On a eu des messages de menaces envers les parents qui vont envoyer leurs enfants à l'école, envers même les enseignants qui vont oser aller ouvrir les écoles. Du côté du gouvernement, l'on estime que l'enjeu d'un retour sans condition à l'école est crucial au regard des garanties données par le gouvernement sur le plan sécuritaire, mais aussi des actions menées sur le terrain. Lorsque vous observez les indicateurs des ambazoniens, vous constatez l'irresponsabilité. Il y a des raquettes de toutes sortes. On empêche aux enfants d'aller à l'école parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que l'école. Ils disent qu'ils n'envoient pas les enfants à l'école, mais ils veulent l'association. C'est tout à fait la destruction même de sa propre région et de ses propres enfants. Le président Paul Biya a donné des cycles de concertation. Le comité de désarmement, de démobilisation et de réinsertion permet à ce que dans ce cadre-là, les ambazoniens déposent les armes au travers des chefs traditionnels, des autorités religieuses et des autorités administratives, et le dialogue peut se faire dans ce cadre-là. Cependant, certains estiment que les conditions sont loin d'être réunies pour garantir le succès de la campagne Back to School lancée par le gouvernement, qui ne fait pas assez, selon eux, pour l'instauration d'un dialogue devant garantir un retour à la paix et par là, un retour des élèves à l'école. Depuis quelque temps, quand on interroge les prédispositions des belligérants à cette crise-là pour aller effectivement vers ce qui est escompté aujourd'hui en termes de retour de nos enfants à l'école, il me semble que le gouvernement n'a pas malheureusement fait assez. Je vais vous prendre quelques exemples. Le 20 juin dernier, il y a 2 leaders anglophones incarcérés à la prison centrale de Yaoundé, Mancho BBC et Général Ngalim, je les cite, qui ont commis une lettre ouverte où ils demandaient à leurs frères du nord-ouest et du sud-ouest d'accompagner le gouvernement vers la création ou alors la disponibilité d'un certain nombre de préalables pour que les enfants aillent à l'école. Et ils appelaient d'autorité. Eux qui ont été les belligérants directs de cette crise-là, au début, au prologue de cette crise, ils demandaient aux enfants de retourner à l'école. Ces acteurs-là ont tendu là une main tendue, pour mettre la tautologie, et qui n'a pas été malheureusement saisie. Est-ce que ces mains tendues de ces belligérants-là, qu'on a connus au prologue de cette crise, ont été suffisamment tenus par le gouvernement? C'est la question qu'il faut répondre aujourd'hui. Aussi, la campagne Back to School est vivement critiquée par l'opposition qui pense qu'il s'agit là d'un autre échec du gouvernement dans la gestion de la crise anglophone. You cannot understand that while we are calling for dialogue and ceasefire, which has been top on the agenda of the party, il est incompréhensible qu'au moment où on appelle au dialogue, certains utilisent les attributs de leur parti pour mener la campagne Back to School, qui est en réalité une bonne chose, mais avec un très mauvais mode opératoire. Figurez-vous que 195 millions de francs CFA ont été déboursés pour cette campagne, avec 15 millions de francs CFA pour chaque département que comptent le nord-ouest et le sud-ouest. Seulement, cet argent n'a pas été remis aux maires, encore moins aux députés. Who represent the people,
nor has the money been given to parliamentarians or senators who are representing the people, but it has been given to members of the ruling party. L'argent a plutôt été remis au cadre du parti au pouvoir. And these are the very persons who are on the bad book or the bad list of those who are suffering in the Northwest and the Southwest. Pour l'heure, les regards restent rivés vers les régions anglophones pour l'évaluation de l'état des préparatifs de la rentrée scolaire 2019-2020. Et la situation socio-sécuritaire observée dans les régions anglophones préoccupe les États-Unis d'Amérique. Le Sénat s'est prononcé dans une résolution 292 appelant le gouvernement et les groupes séparatistes armés à cesser le feu sur le théâtre de la crise anglophone et s'engager tous les deux dans un dialogue inclusif en vue de trouver des solutions pacifiques à la crise anglophone. Les États-Unis, du moins le Sénat américain, suggèrent même au gouvernement de trouver un médiateur indépendant pour pouvoir tabler sur le dialogue inclusif appelé par les sénateurs américains, une position qui rejoint celle de la Chambre des représentants des États-Unis qui s'est déjà prononcée dans une autre résolution qui a été adoptée il y a quelques semaines aux États-Unis. Évocation avec Kediara. Le Sénat américain s'exprime sur la crise anglophone. Dans ses résolutions 292, la Chambre des Lords, comme elle se fait appeler, interpelle à la fois le gouvernement et les groupes séparatistes à respecter les droits de l'homme de tous les citoyens camerounais afin de mettre dans les brefs délais un terme à tout type de violence observée au Cameroun. Le Sénat demande également de mettre sur pied un véritable dialogue inclusif nécessaire au retour de la paix en zone anglophone. Dans ses résolutions de 10 pages, la Chambre des Lords condamne dans un premier temps les abus commis par Boko Haram, les forces de défense nationale et les bandes armées des zones anglophones, le recours à la force contre les civils et manifestants non violents et les atteintes à la liberté de la presse, la liberté d'expression, de religion et de réunion. Le Sénat affirme également que son gouvernement continue de tenir le gouvernement camerounais comme garant de la défense des droits et libertés de tout le peuple sans distinction d'obédience religieuse et politique ou d'appartenance régionale. De ce fait, il exhorte le gouvernement camerounais à accepter un cessez-le-feu immédiat, garant d'une aide humanitaire sans entrave, faire preuve de retenue et engager un dialogue politique inclusif avec la société civile afin d'aboutir à une solution politique qui respecte les droits et libertés du peuple camerounais. De ce fait, il exhorte ce même gouvernement à initier un effort crédible et inclusif visant à travailler avec les leaders religieux, culturels, les leaders de la communauté anglophone et la diaspora camerounaise, à engager un dialogue et trouver des solutions non violentes visant à résoudre le conflit, y compris la possibilité d'y inclure un médiateur indépendant. À respecter les droits fondamentaux des citoyens, y compris les activistes, les chefs religieux et les journalistes. Sur le plan sécuritaire, à s'assurer que toutes les opérations de sécurité sont menées conformément aux normes internationales en matière de respect des droits de l'homme, s'assurer que les forces de sécurité utilisent la force exclusivement dans les circonstances appropriées, promouvoir l'état de droit, par le biais de mécanismes de responsabilité transparents. Aux groupes armés anglophones, le Sénat demande de s'engager avec les représentants du gouvernement de cesser immédiatement les enlèvements, extorsions de fonds, meurtres sur les civils, de mettre fin au boycott de l'école, de cesser les attaques contre les enseignants pour leur permettre de vaquer en toute quiétude à leurs activités. Il est également question, dans ces résolutions, de libérer immédiatement tous les civils et détenus kidnappés depuis le début des hostilités. Il faut noter que ces résolutions de la Chambre des Lords interviennent plusieurs semaines après les résolutions de la Chambre des représentants. Au cas où ces résolutions ne sont pas mises en application, les États-Unis pourraient prendre des mesures contraignantes contre les dirigeants et le gouvernement camerounais. Le Parlement fédéral américain donne ainsi les coups des franches à l'administration Trump d'accentuer la pression sur le gouvernement camerounais pour la résolution pacifique de la crise anglophone. Quels sont les mécanismes qui peuvent être employés au moment où le gouvernement camerounais, lui, revendique sa souveraineté face à des problèmes concernant les Camerounais? Position prise par le ministre des Affaires étrangères face à cette pression
américaine qui s'exerce à travers une nouvelle résolution du Sénat américain. Explication avec Guy Zogo. C'est un pas supplémentaire que les États-Unis viennent de franchir dans leur regard sur la situation sociopolitique au Cameroun, que le Congrès et le Sénat américain s'expriment par la voie d'une résolution sur la crise anglophone et le cas Maurice Kamto traduit une graduation de la posture américaine vis-à-vis de Yaoundé. Outre l'exécutif américain qui s'était déjà manifesté auprès des Nations Unies par une réunion humanitaire sur la crise anglophone, que le législatif s'y mette à son tour, établit la certitude d'une convergence de vues des pôles du pouvoir américain sur le Cameroun. Globalement, il s'agit d'amener Yaoundé à trouver des réponses politiques à une crise éminemment politique dont le degré de dangerosité ne fait plus de doute pour Washington, qui n'hésite par conséquent pas à indiquer la voie à suivre, en l'occurrence celle du retour au fédéralisme. Dans la même veine, il faut y ranger les appels au respect des droits humains, avec en bonne place le cas des leaders du MRC et des militants de ce parti incarcérés. Que Washington soit aussi investi sur cette question est certainement la résultante du lobbying des milieux proches des séparatistes qui trouvent un terreau fertile dans un champ politique américain disposé à un tel fonctionnement. Maintenant, reste à savoir ce qui va se passer si Yaoundé traîne à ne pas se mettre au goût de Washington. Bien évidemment que la parade d'un État souverain, agissant selon son bon vouloir, peut être convoquée. Cependant, il est une certitude, le timing de cette affaire qui intervient à quelques encablures de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre. En accord parfait avec son Parlement, Donald Trump pourrait se sentir pousser des ailes à propos du Cameroun. Un nouvel épisode dans un bras de fer apparent au sommet de l'État. La nomination des dirigeants des entreprises publiques divise le gouvernement et la présidence de la République, alors que plusieurs directeurs généraux et PCA battent des records de longévité à la tête des entreprises publiques. La nomination, leur changement fait l'objet de batailles de positionnement, analyse et décryptage dans ce reportage que signent Guy Zogo et Emmanuel Diop. Devant la polémique provoquée par la correspondance du secrétaire général de la présidence de la République à l'intention des dirigeants des entreprises publiques et parapubliques arrivés au terme de leur mandat, le professeur Viviane Ondouabiwele souligne qu'il s'agit d'une action inscrite dans le rôle qui lui est assigné par la réglementation, notamment la Constitution. L'article 10, alinéa 2, rappelle que le président de la République peut déléguer ses responsabilités au ministre, au Premier ministre, aux ministres et aux hauts fonctionnaires. Dans le cadre des lois, c'est le cas. Il y a une délégation en termes de pouvoir qui est faite au ministre de tutelle et même au PCA. De ce point de vue, il n'y a pas de contradiction par rapport à la Constitution. L'expert en management n'exclut pas l'hypothèse d'un rappel à l'ordre à ceux qui seraient tentés d'outrepasser leurs prérogatives. Que ce rappel pourrait aussi indiquer que certains de ses collaborateurs ont outrepassé leur champ de compétences. C'est aussi un rappel qu'un manager, disons un leader, fait à ses followers. Là, de ce point de vue aussi, il n'y a pas de débat. Pour autant, souligne l'ex-directrice générale adjointe de l'ISMP, ce rappel du secrétaire général de la présidence de la République ne constitue guère une protection pour les dirigeants des entreprises publiques et parapubliques, lesquels pourraient donc voir leurs responsabilités pénales engagées. Est-ce que les actes de gestion que nous prenons, qui sont manifestement illégaux du point de vue des lois, de ces décrets-là, est-ce que cette lettre-là nous protège de notre responsabilité civile et pénale? Parce qu'il faut dire que les fautes de gestion peuvent engager effectivement la responsabilité civile et pénale de ces dirigeants. La réponse est non. Selon ces explications, cette protection aurait pu leur être garantie seulement dans le cas où il s'agissait de la fonction publique. Alors on pourrait peut-être, si on était dans la fonction publique, considérer cet acte-là comme étant une instruction du chef hiérarchique, disons une réquisition. Et dans ce cas-là, si moi je suis le collaborateur dans le cas de la fonction publique, je peux exécuter, bien qu'étant un acte illégal, cet acte me protégerait et la responsabilité serait donc adressée au chef hiérarchique. Sauf que là, les dirigeants concernés ne sont pas régis par le statut général de la fonction publique. C'est le 17 juillet 2017
que 2 nouvelles lois ont été promulguées, lesquelles limitent à 9 et à 6 ans la durée des mandats des directeurs généraux et conseils d'administration dans les entreprises publiques et parapubliques. Depuis juillet 2018, que les mandats forclos des dirigeants en poste devaient être renouvelés, aucun décret présidentiel n'a été pris en ce sens. Encore moins le mécanisme pour doter les dites entreprises de nouveaux dirigeants via les conseils d'administration n'a été enclenché. La polémique, elle, continue de faire rage. Une histoire défraie la chronique dans la région de l'Ouest. 4 enfants, tous membres d'une même famille, ont été retrouvés morts dans des conditions mystérieuses. Les populations accusent un individu de les avoir assassinés. Elles ont failli en découdre avec le suspect, n'eût été l'intervention des forces de police. Et une enquête a été ouverte pour voir plus clair sur la disparition de toute une famille dans des conditions encore floues. Le récit des faits avec Andy Gagnou et Xavier Foka. Cette foule en furie manifeste sa colère et son indignation lorsque les dépouilles de 4 enfants âgés de 4 à 8 ans sont déposés à la morgue de l'hôpital de Bafang. Degwe Estra Urich 4 ans, Kamenu Junior Prince 6 ans, Dak le Trésor et Pouche Gabriel 8 ans, tous membres de la même famille, ont été assassinés à Bakassa par Bana par le nommé Henri Kameni, avec qui ils étaient la veille. Les membres de la famille sont inconsolables. L'émotion est à son comble. Comme une traînée de poudre, l'information se répand dans toute la ville. Une foule nombreuse et surtout surexcitée accourt, avec pour objectif en découdre avec le présumé assassin qui a été conduit à la brigade de gendarmerie de Bafang. Pour officiellement le mettre en sécurité le temps que l'enquête aboutisse, les éléments de la gendarmerie réussissent à le conduire finalement dans une cellule de la prison de Bafang où la foule accourt encore, finalement repoussée par les gardiens de prison. Des crimes du genre sont de plus en plus récurrents dans notre société, avec les disparitions des enfants qui se font de plus en plus quotidiennes. Après l'obtention du baccalauréat, l'orientation académique est un véritable casse-tête pour des bacheliers. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée leur propose désormais des ateliers d'orientation académique afin de permettre à ces bacheliers de bien choisir la spécialité pour se former et acquérir un emploi au terme de leur formation académique. Reportage. Parce qu'une bonne orientation est capitale pour la réussite et davantage pour un parcours académique de qualité, IUG donne l'opportunité aux jeunes bacheliers de bénéficier gratuitement d'une orientation académique. Un détail capital qui échappe parfois aux étudiants et même aux parents. La joie des parents et des élèves après la réussite au baccalauréat est souvent de très courte durée parce qu'ils ne savent pas ce que l'enfant va faire au niveau de l'enseignement supérieur. Et c'est pour répondre à cette problématique que l'Institut universitaire du Golfe de Guinée organise chaque année les ateliers d'orientation. Il s'agit pour nous de donner des informations pertinentes aux parents, aux étudiants, sur les possibilités de poursuite d'études universitaires au Cameroun et même à l'étranger. Donc il s'agit ici, pour l'étudiant, en fonction de la nature de son baccalauréat, de lui donner toutes les informations pertinentes sur l'enseignement supérieur au Cameroun et lui permettre d'embrasser en toute sérénité ses études à l'université. Une fois au sein du campus de IUG, les étudiants ont un entretien avec des spécialistes de l'orientation qui font une lecture claire du profil de chaque étudiant en vue d'une meilleure orientation. En fait, l'étudiant qui arrive à l'IUG est inquiet. Il est question pour lui de faire un choix, le choix de la réussite. Et en cela, nous les aidons.
Alors l'étudiant arrive avec plusieurs idées en tête. Il est question pour nous donc de faire une adéquation entre ce que l'étudiant veut faire et ce qu'il peut faire. Donc c'est notre travail. Et nous mettons en avant le professionnalisme, nous mettons en avant la professionnalisation et donc l'employabilité. Donc nous suivons en fait, n'est-ce pas, les canaux édictés par la nouvelle gouvernance universitaire prônée par le ministre d'État, du enseignement supérieur, dans ses orientations. C'est ça qu'il s'agit en fait. Au sein du campus principal de IUG, tout un espace a été aménagé pour une bonne écoute des étudiants, qui pour la plupart arrivent avec de nombreuses questions et même des craintes. En venant ici, j'étais un peu, un peu perdu, je n'étais pas bien situé sur ce que je voulais faire. Et avec l'entretien que j'ai passé avec un spécialiste d'orientation, j'ai eu beaucoup d'informations qui m'ont permis de pouvoir me spécialiser, choisir une spécialisation pour ma formation future. Donc oui, je ressors de ces ateliers d'orientation en étant très heureux et bien sûr content de pouvoir avoir pu choisir une spécialisation qui sied bien sûr avec mes compétences. Fondé en 1993, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée est un groupe de 3 établissements d'enseignement supérieur basés dans le même campus à Bassa-Douala, spécialisés dans le domaine du commerce et de la gestion, de la communication et de l'information, de l'industrie et des nouvelles technologies et de la formation paramédicale. Elle est l'une des plus importantes institutions privées d'enseignement supérieur au Cameroun. Toutes ces formations ont un caractère international, tant par le contenu de leur programme et de la qualification du corps enseignant que de l'implication des organisations et des entreprises nationales et multinationales qui participent à l'encadrement des étudiants à travers les échanges, les offres de stages académiques et les stages pré-emploi. Le choix de l'une de ces spécialités est pour chaque étudiant un accélérateur déterminant de carrière. L'Institut supérieur des sciences de technologie, management et développement durable a célébré ses étudiants diplômés sur son campus de Ngaoundéré. Reportage. « 196 étudiants de l'Institut supérieur des sciences de technologie, management et développement durable de Ngaoundéré ont reçu des ordinateurs, dont du chef de l'État. Ce que nous vivons aujourd'hui à l'ISMAT est la belle illustration de cet acte de générosité du chef de l'État apporte de la gouvernance universitaire au Cameroun. Le geste du chef de l'État est apprécié à sa juste valeur par les étudiants qui comptent en faire bon usage grâce aux facilités que leur offre l'ISMAT. De recevoir de la part de son père, de son président, un précieux cadeau, un cadeau aussi utile, un cadeau d'ouverture vers l'extérieur, un cadeau pour le développement et la réussite académique. Ces ordinateurs vont nous permettre de bénéficier pleinement des services Internet disponibles dans notre campus et de booster nos recherches. Ces ordinateurs reçus par les étudiants d'ISMAT rentrent dans la vision du chef de l'État d'arrimer chaque étudiant à l'aide du... Aujourd'hui, chaque étudiant d'ISMAT a un ordinateur. Nous disons merci au chef de l'État. Et nous pensons qu'avec cet outil, ils vont être des hommes bien formés, arrimés à la modernité numérique et à la modernité mondiale. Cette cérémonie a été l'occasion pour les uns et les autres de découvrir les offres de formation de l'ISMAT. Outre son bilinguisme, l'ISMAT offre des formations en cycle complet de BTS, licence et HND, en cours du jour, du soir et en ligne. En 2 ans d'existence, est une première dans la région septentrionale. Autant d'atouts qui ne laissent pas les étudiants indifférents. Comment ne pas remercier le professeur Sokin Solestin, promoteur de l'ISMAT, ainsi que toute l'équipe des cadres de l'Institut. C'est grâce à vous que notre formation s'enrichit et nous ouvre les horizons multiples. Avec ces 2 campus, l'Institut au 2e étage de l'immeuble CCA, l'autre situé à la route de l'aéroport, après le bois de Madoc, l'ISMAT est un pôle d'excellence pour une formation professionnelle de rêve et un emploi garanti.
Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. À travers sa résolution 292, le Sénat américain s'invite à la résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ces parlementaires américains appellent le gouvernement et les groupes armés séparatistes à cesser le feu sur le théâtre de la crise anglophone et s'engager dans un dialogue inclusif, quitte à joindre sur la table des négociations un médiateur indépendant. Après, le Sénat américain qui rejoint également la Chambre des représentants, c'est le Parlement fédéral américain qui s'est prononcé sur la crise anglophone, donnant les coups de franche à l'administration Trump de pouvoir exercer une nouvelle pression sur le gouvernement camerounais qui, lui, de son côté, revendique sa souveraineté dans le cadre de la résolution de la crise anglophone. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric Noufelet. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Dans un instant, madame, monsieur, la suite, Equinox Soir.